merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire Eau et Industrie. Bon appétit à ceux qui sont concernés. Vous voyez qu'on est 5 intervenants pour aujourd'hui, donc Luc, Thomas, moi-même pour l'Europe, Sandrine et Baptiste pour les agences de l'eau et Laurent pour Debuyer. Première page là pour remercier tout le monde. Rapidement, vous voyez que ça a sollicité, mobilisé plusieurs personnes, en particulier les agences de développement éco. J'en ai vu passer certaines dans la liste des participants. Merci pour le relais de communication qui nous permet d'avoir invité plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. Donc en 3 minutes, je vais planter le décor, PME, industrie, eau, avant de passer la parole à Luc. Vas-y, hein, je t'en prie, pour qu'il présente Hydreos. Voilà à peu près comment on se situe aujourd'hui. J'ai mis à gauche les 5 grands usages de l'eau, donc refroidissement des centrales, alimentation en eau potable, les canaux, l'agriculture et entre guillemets nous. Et j'ai mis l'accent en rouge sur les PME parce qu'on a fait un constat en échangeant dans le 54, qui est qu'il y a une différence réelle, notamment de niveau d'information, entre des PME qui n'ont pas forcément un directeur environnement, un directeur qualité et autres, et des grands groupes qui sont plus suivis par l'agence de l'eau, qui se présentent par l'ADREAL, par la préfecture des différents départements. Voilà, d'où le positionnement. Et j'ai remis la photo à droite pour rappeler qu'on est périmètre Grand Est aujourd'hui et qu'il y a quelques découpages à avoir en tête. Donc on a les 9 agences de développement qui sont réparties sur la carte. Et on a du côté agence de l'eau un découpage entre l'agence de l'eau Rhin-Meuse et l'agence de l'eau Seine-Normandie, puisqu'on fait ça sur base de bassin versant. Voilà. Ça, c'est comment on se situe, et pas la peine de revenir sur la page, mais simplement pour dire qu'on avait du bleu foncé et du bleu clair, qui était la différence entre les prélèvements d'eau et les consommations d'eau, qui est une différence importante à avoir en tête. Par exemple, ce sera des consommations pour un fabricant de bière, puisque c'est de la matière première, et ce sera du prélèvement pour quelqu'un qui utilise en refroidissement et qui rejette dans le milieu. Distinction importante. La page qui est là montre comment ça va se dérouler aujourd'hui. On va faire rapide avec Luc, donc l'Europe et Hydreos en partie 1 pour évoquer les grands enjeux. La deuxième partie est avec Sandrine et Baptiste pour le financement des projets par l'Agence de l'eau. Et enfin, témoignage donc avec Debuyer, Laurent ici présent. Merci encore de le faire d'ailleurs. Pour ce qui a été fait principalement donc, au Val d'Ajol, dans les Vosges, entre 2017 et 2022. Sachant, on le verra, que l'histoire de Debuyer remonte à bien plus longtemps que ça. Une fois qu'on aura balayé 1, 2, 3, grosso modo, on vise 45 minutes pour laisser 15 minutes de questions-réponses et d'échanges à la fin. Et tu peux passer sur la page suivante, pardon, parce que c'est moi qui vais m'en charger. C'est le point qui est en deuxième. Je vais suivre la conversation pour noter vos différentes questions, s'il y en a. Je sais que vous les avez déjà posées pour certains dans le formulaire d'inscription, et merci de l'avoir fait. Je les stocke de mon côté et on pourra les aborder à la fin. Et je vous enverrai, ça c'est le dernier point, un mail qu'on baptise mail ressources après le webinaire pour vous faire un récap de voilà les découpages administratifs, comme j'ai pu le dire maintenant, voilà les plaquettes d'aide agence de l'eau, voilà les contacts agence de l'eau, etc., etc. Et ça me permet de finir sur les 2 objectifs qu'on s'est donnés pour les 45 minutes qui arrivent. Le premier, c'est l'information. Je vais évoquer tout à l'heure en disant la différence entre PME et grands groupes qui existent. Souvent, informer sur les dispositifs agences de l'eau, qui est ici, mais pas seulement. Il y a des dispositifs aussi régionaux sur lesquels je reviendrai dans mon mail après le webinaire. Et le deuxième, et là c'est plus avec Laurent pour Debuyer, vous donner des idées et des références pour mener des projets sur vos sites industriels. Voilà, là je passe rapidement parce j'en évoque une ou deux, mais ce sont des extraits des questions posées dans le formulaire d'inscription. Quel est le plan eau et qu'est-ce qu'il prévoit? Effectivement, ça date de mars 2023, avec un objectif phare et largement communiqué qui est moins 10% de prélèvement pour tout le monde, entre guillemets, entre 2020 et 2030. Et d'autres questions qu'on abordera, alors on l'a évoqué en préambule avant que tout le monde soit là, mais pas toutes aujourd'hui. On va plutôt se pencher sur celle qui est en bas à droite, les critères d'éligibilité au financement agence de l'eau.
Et ensuite, on verra par vos retours de mail et par les échanges qu'on peut traiter après le webinaire. Voilà, je laisse la parole à Luc donc pour Hydreos en tant que pôle de compétitivité de l'eau. Et après, je dirai 2 mots sur les agences de développement pour expliquer comment on se situe dans ce paysage. Merci Thomas. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement le contexte et les enjeux. Donc nous, on est pôle de compétitivité du Grand Est. Donc notre mission, c'est d'améliorer la gestion de la ressource en eau sur le territoire du Grand Est. Donc on a une mission, c'est d'être accélérateur d'innovation collaborative pour la gestion durable de l'eau et des entreprises et des territoires. Donc on propose plusieurs services. Le réseau, donc, on est fort de plus de 200 adhérents. On accompagne au montage de projets et la recherche de financement. On anime le territoire, notamment cette sensibilisation d'aujourd'hui. Nous avons de la veille et information de marché, donc veille technologique, veille réglementaire. Et on a aussi toute une partie internationale où on aide les offreurs de solutions à se développer et à monter des projets internationaux. Donc, on peut voir 3 de nos financeurs, donc la région Grand Est, la métropole Grand Nancy et l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, on organise plus de 40 événements par an. Donc, voilà. Alors, plus particulièrement sur la partie eau et industrie qui nous intéresse. Donc, on a plusieurs initiatives, dont un groupe de travail dans le Grand Est qui s'appelle le groupe de travail eau et industrie. Donc là, on partage les retours d'expérience, les best business practices. On fait aussi des remontées d'informations. Donc ça, ce groupe de travail s'adresse vraiment aux industriels pour qu'on puisse partager leurs problématiques et aussi les faire remonter à l'ADREAL, au territoire. On sensibilise, par ce groupe de travail, on sensibilise des filières particulières, donc notamment le textile, la papeterie et des choses comme ça. Donc ensuite, on a aussi toute une partie action pour les besoins en formation qui est portée par la région Grand Est, qui a pour but de pouvoir répondre à la demande des nouvelles compétences qui sont demandées pour la meilleure gestion de l'eau. On a aussi organisé l'année dernière notre premier aquathon qui a permis de faire monter des startups, des projets innovants. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site plus particulièrement. Et ensuite, on propose aussi, grâce à l'Agence de l'eau Rameuse, des prédiagnostics d'efficacité hydrique, donc qui permettent, en une visite de notre pôle sur les sites industriels, d'identifier des axes d'amélioration, des sources de financement, et aussi d'accompagner au montage de projets. On propose aussi des ateliers de sourcing s'il y a des problématiques plus complexes. Et donc, voilà. Alors, je vais laisser la parole à Thomas. Oui, passer vite là-dessus pour laisser la parole à Sandrine et Baptiste dès que possible, mais simplement pour rappel en 2 mots, agence de développement économique, c'est pas forcément un objet connu de tous. Il y a quelques variantes dans le modèle, mais globalement, c'est du financement public. Donc, dans notre cas, l'Europe, département 54, la région Grand Est et une quinzaine de PCI autour. Et chaque agence derrière choisit son champ d'action pour les entreprises. J'ai mis des exemples en bleu. Et pour ma partie, c'est la gestion des ressources, mais la gestion des matières, dont l'eau fait partie, et qui nous réunit aujourd'hui pour l'animation. Et je termine avec simplement 2 points sur le fond pour parler eau, qui sont pardon, dans la page suivante, j'ai oublié de le dire. Rapidement, je pense que les pressions croissantes, vous l'avez tous en tête sur les débits des cours d'eau, moins 10, moins 20, moins 30% à l'étiage en fonction des projections. Plusieurs arrêtés sécheresse, enfin, du moins une quantité croissante dans les 5 dernières années. Et mes deux messages en bas, c'est connaître le terrain, à mon avis, et sobriété, et tu l'as sur la page suivante. Connaître le terrain, j'évoque ça. Alors l'image qui est ici, c'est une image chez nous, donc sur la Meurthe, dans le 54 du barrage de Morteau. Il y a, avec les petits chiffres qu'on voit, des débits réservés. Donc on a le débit qui est en haut, qui est prélevé pour les canaux de VNF, qui est prélevé pour les prélèvements industriels qui sont en aval, et celui de gauche, donc le 334, qui est un débit réservé pour Cattenom, donc refroidissement de centrale.
qui veut dire que je dis connaître le terrain dans le sens, demain à l'étiage, quand le mètre cube seconde qu'on voit en bas entre 5 et 7, et on voit d'ailleurs la variabilité, arrive peut-être entre 4 et 6 d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, quelles sont les questions qu'on se pose et quelles sont les priorités d'usage. Donc, si vous êtes en amont de ce site, c'est pas la même histoire que si vous êtes en aval. Même chose avec j'ai mis les eaux du Grand Nancy, et c'est le cas de plusieurs métropoles, qui diversifient, qui réfléchissent à diversifier leur approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, c'est sur la Moselle. Demain, il est question d'un second prélèvement sur la Meurthe. Bon, bah, d'un point de vue industriel, pour des implantations futures, on n'a plus les mêmes ordres de grandeur s'il faut alimenter les X milliers de personnes du Grand Nancy avec un nouveau prélèvement. Et troisième et dernier exemple, l'irrigation. J'avais présenté au tout début les 5 usages de l'eau avec l'agriculture parmi les 5. On a des chiffres sur l'irrigation à l'échelle Grand Est, mais principalement, elle a lieu en Alsace. Donc pour nous, dans le 54, c'est moins un sujet. Et après, à titre plus micro, connaître le terrain, pour moi, ça veut dire connaître le milieu dans lequel vous rejetez. Normalement, via une convention de déversement auprès de la station municipale, vous avez aussi peut-être une station en propre, comme on le verra avec Laurent. En fonction du traitement qu'elle a en aval, il y a des décisions qui ne sont pas les mêmes. Et même chose avec votre capacité à être précis sur votre site, sur les données eau. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un compteur et je suis globalement dans le flou euh, pour distinguer la consommation entre mes ateliers, ou est-ce que j'ai un plan de sous-comptage, et on y reviendra avec Debuyer, qui me permet de voir plus finement. Et sobriété, enfin, je pense que vous l'avez tous compris sur la question du volume. Là, je me réfère au plan haut qui annonce moins 10% de prélèvement. Mais pas que, parce qu'à mon avis, il faut aussi penser la sobriété d'un point de vue qualitatif, dans l'idée qu'on n'a pas besoin d'une qualité élevée, en l'occurrence une qualité d'eau potable, pour tous les usages. Donc, si je prends le cas du nettoyage, par exemple, il y a des nettoyages à sec qui peuvent être faits si vous êtes dans un point tension de prélèvement. Je sais que c'est plus compliqué opérationnellement, mais on peut y réfléchir. Et d'un point de vue collecte d'eau, là, il y a le décret sur la réutilisation des eaux usées traitées en industrie agroalimentaire qui est sorti fin janvier euh, et qui prouve que c'est en train de bouger sur ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire avec des eaux usées traitées par votre propre station en l'occurrence. Voilà, ceci étant dit, pour le contexte, je passe la main à Sandrine et Baptiste pour la perspective agence de l'eau, financement. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de l'organisation de ce webinaire qui va permettre peut-être, je l'espère, en tout cas de mieux faire connaître les possibilités d'accompagnement qu'offrent les agences de l'eau pour tous les projets en lien avec la sobriété en eau notamment. Alors d'abord quelques mots sur les agences. Alors une première petite diapo. Globalement, la ressource en eau, la gestion de la ressource en eau, elle est réalisée à l'échelle de grands bassins hydrographiques en France. Ces bassins sont délimités en fait par les lignes de partage des eaux superficielles, ce qui fait que au niveau français, on a 7 grands bassins métropolitains, donc Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée et la Corse. Et on a également 5 bassins au niveau des Outre-mer. Donc ces 7 bassins métropolitains sont accompagnés par 6 agences de l'eau. Et donc sur le Grand Est, vous avez donc la présence de l'agence de l'eau Rhin-Meuse que je représente, ainsi que celle de l'agence de l'eau Seine-Normandie, représentée ici par Baptiste. Petite spécificité, donc nos collègues de Rhône-Méditerranée ne sont pas présents aujourd'hui, mais il se trouve justement que l'entreprise de Buyères est sur une toute petite partie de leur bassin dans les Vosges, qui coule donc vers un cours d'eau qui est la Semouse, qui rejoint la Saône et donc ce bassin. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas sur les limites administratives classiques. Les grandes missions des agences de l'eau, donc on est vraiment là en fait pour aider tous les usagers, donc les collectivités, les industriels, donc entreprises qui êtes visées là plus particulièrement aujourd'hui, mais également les agriculteurs, les associations de pêche, de protection de la nature, dans tout ce qui va être le financement, l'accompagnement et la valorisation de vos projets, initiatives pour agir sur tout ce qui va concerner la santé, le cadre de vie, la protection, préservation de la ressource en eau et la biodiversité.
Et nous avons 4 grandes priorités en fait, d'action, hein. La première, c'est la restauration, des milieux aquatiques, leur fonctionnement naturel, la biodiversité, la continuité écologique, les zones humides. Le second volet, donc, c'est la gestion des ressources en eau, le partage en fait, hein, de ces ressources dans un objectif d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, qui est plus un petit peu le sujet d'aujourd'hui. La réduction, bien évidemment, des pollutions, quelle que soit leur origine, pour garantir le bon état des eaux, servir la santé, l'environnement. Et le dernier volet, la préservation, la restauration de la qualité, des habitats naturels, des eaux côtières. Alors, on est un peu moins concerné dans le Grand Est, mais en tout cas, ça fait partie de nos grandes missions, de façon générale. Donc l'objectif, voilà, c'est bien l'atteinte d'un bon état des eaux, aussi bien sur le volet qualitatif, mais bien évidemment quantitatif, et d'assurer un fonctionnement qui va être durable à tous les écosystèmes qui sont liés à l'eau. Hem, alors quelques constats avant de passer sur les aides financières, sur, le Grand Est. Donc il y a une étude régionale qui a été, réalisée à l'échelle du Grand Est, qui avait 2 buts, effectivement d'abord un état des lieux, sur les prélèvements et également, bah, essayer de se projeter, avoir quelques perspectives. Alors en termes d'état des lieux, si on met de côté les prélèvements qui ont lieu pour, le volet, énergétique, on a à peu près 3 000 000 000 de mètres cubes qui sont, prélevés, consommés, donc avec la répartition là, qui vous est présentée, donc on est à peu près à 1,5 milliard pour les canaux, 0,6 milliard pour l'industrie, 0,6 milliard pour les réservoirs. Alors, donc ce sont les grands lacs, hein, les grands lacs réservoirs, par exemple le lac de Vieux-Pré pour la Meurthe-et-Moselle, ou par exemple le lac de Der pour le secteur plus Seine-Normandie. On est à peu près à 0,5 milliard pour l'alimentation en eau potable et seulement à 0,1 pour l'irrigation. Mais vous voyez quand même qu'il y a quand même des grosses masses, d'énormes prélèvements qui sont, en jeu au niveau, Grand Est. Alors tout cela, ces prélèvements, donc ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Toutefois, on a quand même une baisse qui est projetée des débits des cours d'eau, de l'ordre de 10 à 40 à l'horizon 2050. Ce sont même déjà des choses qu'on constate dès aujourd'hui quand on regarde en fait, par exemple dans les Vosges, les débits d'étiage ont très, très fortement baissé déjà sur les 20 dernières années. Donc on se retrouve avec, une disponibilité de l'eau sur des périodes, bah, d'étiage d'été parfois qui deviennent de plus en plus compliquées. Et on va également avoir, une modification de la saisonnalité des pluies. Globalement, on n'a pas plus de pluie, en fait, hein, si on regarde les données des 20-30 dernières années. Elle va être répartie de façon différente dans l'année, ce qui va avoir des impacts, potentiellement sur des inondations, des choses comme ça et sur la disponibilité, enfin sur la recharge, en fait, des nappes et des cours d'eau. Et on constate, donc ça, on l'a tous vu notamment avec l'été, 2022, des périodes de sécheresse qui sont plus fréquentes, plus intenses et qui ont des impacts sur tous les usages. Donc dans ce contexte, le plan eau qui est effectivement paru en mars 2023 a comme grand objectif, la baisse d'environ 10 enfin de 10 des eaux prélevées à l'horizon 2030 par rapport à 2019 et donc ça concerne bien effectivement tous les usagers. Et dans le package des actions, des mesures, d'accompagnement de ce plan eau, il y a, bah, d'ores et déjà effectivement un volet réglementaire, réglementation. Thomas en a parlé, alors par exemple, hein, avec, le décret qui concerne la réutilisation des eaux dans le domaine de l'agroalimentaire qui est paru, là tout récemment. Mais également, voilà, un dispositif d'appel à projets qui s'appelle Innov-Eau, qui est porté par, l'ADEME, qui vise à accompagner l'innovation en fait, pour des projets qui vont permettre la sobriété en eau. Un dispositif d'accompagnement, alors qui vise plus spécifiquement 50 sites cibles, alors qui sont dits à fort enjeu eau. Là, on parle d'entreprises, voilà, où on est sur des millions de mètres cubes prélevés, par an à l'échelle de chaque site. Mais au-delà de ces 50 sites, il y a également, bah, tout projet qui peut être accompagné, grâce, aux agences de l'eau et à nos dispositifs d'accompagnement financier. Donc voilà, on ne se limite effectivement pas à accompagner uniquement les 50 sites, qui sont ciblés au niveau national. Alors en termes d'accompagnement au niveau des agences, de l'eau, notre accompagnement va principalement en fait,
s'articuler autour de 2 grands axes pour les activités économiques industrielles et artisanales. Le premier volet, celui sur lequel on est souvent plus connu, c'est effectivement la réduction des pollutions. Sur le volet macropolluant, mais également sur tout le volet toxique, donc les métaux, substances, voilà, des composés organiques, choses de ce type-là. Mais également aussi, ça peut être sur des polluants émergents. On a actuellement des campagnes de mesure sur les PFAS qui sont effectivement une action réglementaire, mais qu'on peut accompagner. Et le second volet, va être vraiment de favoriser la résilience des activités économiques au changement climatique. Alors dans ce volet-là, on va vraiment viser la sobriété en eau, et également la prise en compte de la biodiversité. Dans les grandes lignes, on va pouvoir accompagner aussi bien les études que les travaux. Alors pour les études, les taux d'aide, vont aller de 50 à 70 d'aide. Pour les travaux, on est sur une enveloppe, sur un taux qui varie entre 40 et 60. J'allais dire, on peut vous annoncer en tout cas une bonne nouvelle prévisionnelle, c'est que donc nos aides étant encadrées, et il y a eu très, très récemment une révision, de ce qu'on appelle les aides d'État. Le nouveau régime d'aide, qui va rentrer, bah, qui vient d'entrer en application, va nous permettre, a priori prochainement et sous réserve de validation de nos conseils d'administration respectifs, d'aider les études, avec même 10 points de plus. Donc ça sera potentiellement de 60 à 80 d'aide. Donc 60 pour les grandes entreprises, 80 pour les plus petites, pour les études. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter à nous contacter. Ça devient très intéressant. Et donc, on va aider aussi bien au fil de l'eau, c'est-à-dire vous avez un projet, vous nous contactez, voilà, on peut vous accompagner au fil de l'eau. On lance parfois également, des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt avec des modalités d'aide spécifiques qui peuvent être plus intéressantes, ou éventuellement dans le cadre d'opérations groupées collectives. Alors ces opérations visent en général, plutôt l'artisanat, les petites entreprises. Donc voilà en tout cas pour les grandes lignes d'intervention des agences de l'eau et leur mission. Merci Sandrine. Du coup, moi, je vais passer sur le volet plutôt, opérationnel, hein, les différentes interventions qui pourraient arriver sur votre site industriel. Donc, on va balayer, les grands principes. Si on pouvait faire défiler, directement les différentes, cellules, voilà, merci. Donc on va commencer, par des interventions, sur de la technologie propre ou l'économie d'eau. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on va être sur, du changement d'outils de production, au sein de votre entreprise. Un outil de production qui serait plus économe en eau ou alors qui serait, moins polluant ou qui produirait moins de déchets. Bien évidemment, comme il s'agit d'un outil de production, on ne pourra pas retenir, 100 de l'assiette, 100 du coût en fait, hein. On devra, soit faire appel à un scénario contrefactuel, soit, ne retenir que 50, qu'on aidera aux taux d'aide qui ont été indiqués, juste avant. Donc derrière, vous avez obligatoirement, ou bien souvent des rejets industriels. On peut vous accompagner financièrement sur, le traitement épuratoire. Comme l'a rappelé tout à l'heure Sandrine, il faut bien avoir en tête que l'objectif de l'agence, c'est, d'apporter des subventions pour qu'il y ait un gain environnemental. Ça peut aussi, intégrer la gestion, des boues ou des déchets. Derrière ça, vous pourriez éventuellement avoir besoin d'une zone de rejet végétalisée, ou de la restauration de milieux naturels. Donc ça peut être intégré dedans et souvent derrière une station, on met des appareils de mesure, hein, pour apporter une autosurveillance de vos rejets. Hem, une chose importante aussi, vous pouvez être concerné par de la prévention de pollution accidentelle. Donc là, on est soit sur la mise en place de cuves de rétention ou de cuves double pot, mais aussi sur des bassins de rétention des eaux d'extinction d'incendie ou alors la mise en place de bâtards d'eau, au sein directement de l'usine s'il, il y a un problème topographique ou problème de place. Donc tout ça, ça peut être éligible à une aide de l'agence. Heu, ma collègue tout à l'heure vous a aussi évoqué, un problème de rechargement de nappe
ou de gestion des eaux de ruissellement, sachez que les agences de l'eau sont à même d'intervenir financièrement sur des projets de gestion intégrée des eaux pluviales ou gestion alternative, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de limiter, au minimum l'envoi des pluies courantes vers des réseaux, d'eau pluviale et de les infiltrer au plus proche de la chute de la goutte d'eau sur votre site. Une petite, subtilité quand même sur le volet industrie, c'est que, vous pourriez éventuellement avoir un sol pollué, qui pourrait vous empêcher d'infiltrer cette eau pluviale et c'est pour ça qu'il est très important de contacter les services de l'Adréal quand vous avez tout projet. De toute façon, quel que soit votre projet, prévenez bien en amont les services de l'agence de l'eau pour qu'on puisse vous accompagner, le plus tôt possible sur le projet et vous orienter. On a aussi, en plus de cette, gestion intégrée des eaux pluviales, une partie, biodiversité, et renaturation, donc ça peut être intégré, à cette partie-là. Donc derrière, pour, l'objectif premier, la problématique, du moment, c'est l'économie d'eau. Comment bien mener, une opération d'économie d'eau sur votre site? Bon déjà, il faut déjà connaître vos usages. Comment on fait? Ben, on les cartographie. Faut identifier les différentes possibilités de réduction qu'il peut y avoir sur le site, hein. Il y a certains usages, enfin certains outils de production ou certains process de fabrication qui pourraient faire appel à une eau de qualité moindre, c'est-à-dire, ne plus utiliser de la qualité la qualité eau potable, soit en passant sur le forage, soit en récupérant de l'eau de pluie, si, la réglementation vous le permet. Ensuite, on croise un peu les données, on détermine, les différents, gisements d'eau réutilisables, avec ou sans traitement, hein. Ça peut être de l'eau de pluie, de l'eau usée, donc là, on est sur la le reuse. On regarde aussi si la topographie permet de récupérer des eaux de toiture, avec la mise en place de cuves de récupération d'eau de pluie. Et une chose importante pour aussi, avoir connaissance de ça, il faut mettre en place, des compteurs. Parce que si vous n'avez pas de compteur, il est difficile pour vous d'estimer sur différents ateliers de l'entreprise, quelles sont les consommations pour, orienter votre opération. Donc enfin, quelques exemples de réduction, de cette consommation, ben, bien évidemment la suppression des fuites. Là, soit vous attendez qu'il y ait les fuites et malheureusement, il faut réparer, soit vous faites de la gestion patrimoniale et là, à ce moment-là, il faut, connaître l'âge de vos canalisations et les remplacer au fur et à mesure. Donc on l'a dit tout à l'heure, la technologie propre, donc là, on est sur le domaine, outils de production, hein, modification des machines, rachat de machines, qui seraient, moins consommatrices d'eau. Optimisation de lavage, là, c'est plutôt, comment on va procéder dans le nettoyage de la pièce. Ça peut être dans le domaine des blanchisseries, ça peut être dans le domaine de l'agroalimentaire, mais même aussi du traitement de surface ou autre. Bon, asservissement d'usage, au process, donc là, c'est, ne pas apporter une quantité d'eau automatique, hein. C'est vraiment, attribuer une consommation d'eau à un process, bien précis. Les modifications de procédés de refroidissement, donc arrêter les circuits ouverts et plutôt, se mettre en circuit fermé ou la mise en œuvre de circuits, enfin de dispositifs de refroidissement par tour, adiabatique par exemple. Les boucles fermées, régulation de pression, le nettoyage à sec. Donc là, il me semble que ça a été évoqué tout à l'heure, hein, notamment pour les sols. Dispositif hydroéconome. C'est aussi valable dans vos ateliers, au niveau des sanitaires. Voilà, essayez de mettre des mousseurs, des choses comme ça. Le suivi des consommations, ben, comment on passe par là? Ben, la mise en place de compteurs, on en revient à ça et une chose aussi importante, c'est de sensibiliser, vos salariés. Voilà, donc les agences de l'eau sont à votre disposition, hein, pour ça. Ce sera, communiqué dans le mail qui vous sera transmis, ultérieurement, mais sachez que vous aurez un lien, vers un site, vers le site des agences de l'eau en général, où là, si vous avez un doute, vous pouvez, saisir le nom de votre commune et retrouver, quelle est votre, agence de rattachement et ensuite vous orienter vers le listing des personnes, concernées qui vous seront aussi communiquées derrière. Voilà, je vous remercie.
Merci à tous les deux. On passe la parole à Laurent qui nous rejoint depuis les Vosges. Et qui est en mute, je pense. Je vais réactiver. Ça, c'est bien, je pense. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci. Ok, donc moi c'est Laurent Gros-Perrin, je travaille chez Debuyer en tant que responsable technique. Donc Debuyer, c'est une entreprise industrielle de 200 personnes qui s'étend sur 25 000 m². On est fabricant français d'ustensiles de cuisine et de pâtisserie depuis 1830. Donc l'entreprise est située au Val d'Ajol, au cœur du parc naturel régional du Ballon des Vosges. L'entreprise est labellisée Entreprise du patrimoine vivant et certifiée RSE niveau exemplaire. Donc on a 10 ateliers, 40 métiers et plus de 350 machines. Et nous avons plus de 2500 produits au catalogue et nous exportons dans 94 pays. Donc on va regarder les produits que l'on transforme et que l'on travaille au sein de la société. Donc sur le site, on a 6 matériaux principaux qui sont l'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium, le silicone et en moindre mesure la fibre de carbone. Donc ces matériaux entrent dans la composition de la grande majorité de nos produits, en cuisine et en pâtisserie. Donc la consommation d'eau potable de la société s'élève à environ 6 000 m³ par an pour l'ensemble des activités du site. Alors j'ai quelques exemples d'utilisation de l'eau dans notre process. Alors nos produits pour les plus connus, à savoir les poêles et les casseroles, ils sont produits à partir de métal en feuille ou en rouleau. Donc le métal, il est embouti dans des outillages d'emboutissage pour leur donner leur forme. Ces poêles et ces casseroles, ensuite, doivent être travaillés sur des robots pour faire les finitions. Donc, avant de les travailler sur les robots, on est obligé de passer par une opération de dégraissage. Ensuite, ces corps, ils peuvent, par exemple, avoir une queue soudée électriquement. Donc, la queue brute, elle-même, elle est issue d'un process de découpage-emboutissage. Elle est terminée en tribofinition, et c'est un procédé qui est consommateur d'eau. Donc l'opération de soudure, c'est une soudure par point électrique. Ça impose d'avoir des surfaces exemptes de gras, donc il faut forcément qu'on soit dégraissé. Les pointes de soudure, lors du soudage, elles chauffent, donc elles doivent être refroidies par un circuit d'eau pour ne pas surchauffer et brûler. Et bien sûr, avant l'emballage final, les produits doivent passer en machine pour partir chez le consommateur. Donc ça fait beaucoup d'usage de l'eau sur nos process. Alors pour revenir sur la période 2017-2022, donc en fait en 2016-2017, on a mis l'accent sur la réduction de la consommation d'eau. Donc il y a eu plusieurs plans d'action qui ont été lancés. Et il y en a eu un sur celui-ci qui est toujours en cours aujourd'hui. Alors à l'origine, bon, on voit que les consommations étaient assez élevées en 2016-2017. Donc à cette époque, on faisait appel à un camion-citerne pour procéder à l'enlèvement de nos effluents de process. On a décidé d'installer une station de traitement des eaux physico-chimiques, donc avec un double objectif, ne plus avoir à payer l'enlèvement de ces effluents, réduire notre consommation d'eau et par la même occasion baisser la facture, mais aussi c'était aussi une démarche pour respecter l'environnement. Donc sur le graphique, on voit l'évolution
et surtout la baisse des consommations d'eau du site, on l'a mis en parallèle avec la consommation en mètre cube par million d'euros de chiffre d'affaires. Donc les deux courbes sont descendantes. Là, on a environ une augmentation de chiffre d'affaires de 25% entre 2017 et 2022, et la consommation, elle, a baissé de plus de 45%. Donc, cette station de traitement qui a coûté 120 000 euros, elle a été financée totalement par Debuyer, car à l'époque, on faisait partie d'un groupe et nous n'avions pas d'aide sur cet investissement. Alors, pour info, le coût de traitement au mètre cube, disons le coût de fonctionnement de la station, le coût global, elle est au mètre cube inférieur de 20% au coût lorsqu'on faisait un enlèvement des effluents. Donc cette station nous a permis de travailler en circuit fermé sur les dégraisseuses, les machines à laver, ainsi que sur le refroidissement de la presse à injecter, le silicone, et sur les tambours de tribofinition. Alors en parallèle, on a équipé, donc ça c'est plus lié à la station, mais on a équipé une grande partie des soudeuses, donc c'est toujours en cours, mais d'une cuve de 1000 litres en circuit fermé et d'une pompe de circulation. Donc c'est un investissement très faible qui nous a permis de refroidir les pointes pendant le soudage. Alors auparavant, on était refroidi par le réseau d'eau potable avec une consommation de 500 à 1000 litres à l'heure. Donc là, on a mis 1000 litres, mais sur plusieurs années, c'est toujours les mêmes 1000 litres. En parallèle de tout ça, puisque consommer moins, c'est bien, mais en amont, en fait, on a travaillé sur les huiles d'emboutissage ou de découpe. On a mis des huiles moins difficiles à laver, donc il y a eu des huiles solubles, des huiles évaporables. On a fait des revêtements sur les outillages pour baisser les quantités d'huile. Et par exemple, sur le travail de l'huile, on va dire que certaines huiles utilisées permettent même de se passer de lavage interprocess. Donc on fait des économies directement en travaillant en amont du lavage. Voilà, donc il y a quelques photos pour illustrer. Donc là, on a la soudeuse avec sa cuve de 1000 litres et sa pompe. Donc c'est pas grand-chose, mais ça permet des grosses économies. Ensuite, il y a la presse à injecter, donc qui est refroidie avec le circuit. En fait, c'est le passage du circuit fermé qui nous refroidit la buse de la presse. Et on a ensuite une illustration de la station de traitement des eaux. Donc, dans les projets à venir, pour rester sur cette dynamique, eh ben, les plans d'action, donc il y en a un qui est toujours en cours, c'est la réduction des consommations d'eau, traitement pollution. Alors, au début de l'année, il a été évoqué la possibilité de récupérer l'eau de pluie, mais en fait, j'ai fait faire quelques chiffrages et les travaux à faire pour doubler les circuits d'eau et les budgets engagés, malgré les subventions, étaient très importants. Donc le projet, pour l'instant, il a été mis de côté. En parallèle, on a la mise en place de compteurs par atelier puis par machine. Donc ça, c'est en cours de déploiement. Ça permettra de surveiller très précisément, au jour le jour, les consommations afin de mieux cibler les actions à mener. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Debuyer pour l'eau. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laurent. Je rebondis sur ce qu'avait dit Baptiste tout à l'heure et j'arrive Cyril. Et ce que tu disais aussi pour le suivi des consommations dans nos discussions. Oh, tout le monde clappe, c'est formidable. Euh, je- Au fil de nos discussions, on a vu qu'il y avait des actions mises en œuvre et pas forcément à côté la photo des consommations nettes. En gros, on se disait, ça c'est une bonne idée, on y va, mais sur certains points de l'atelier, plus de sous-comptage à faire, d'où les projets à venir pour affiner cette photo. Donc en tout cas, merci encore Laurent d'avoir pris le temps de faire le témoignage et pour la préparation. Et j'enchaîne, comme je vois qu'il est 13h15 pile, c'est formidable. En ouvrant les questions, la première qui avait été posée par Vincent au début, donc qui est pour toi, Luc, sur les prédiagnostics Hydreos, et qui demande si quelles sont les conditions pardon, du prédiag, et est-ce qu'il est uniquement pour les adhérents au pôle? Alors, les réalisations de prédiagnostic demandent à l'entreprise de respecter la règle des minimis et aussi d'être sur des zones qui ont été identifiées par l'agence de l'eau. Donc, vous pouvez nous contacter directement. On regardera ça avec vous. Et donc, il faut compter environ 3 heures de discussion. Et puis, sur le site. Ensuite, et c'est pris à 100% par les agences de l'eau et il ne faut pas être spécifiquement adhérent à Hydreos. Bon, je remettrai tout ça pour info dans le mail que je vous enverrai à tous. On passe plutôt côté agence, donc Baptiste, Sandrine, sur les conditions de financement des études. Donc, question de Pauline, est-ce que les conditions sont liées, enfin vous les avez sans doute vues aussi bien que moi, mais les conditions sont liées au sujet d'études et ou à la taille de l'entreprise? Je peux prendre la main pour celle-là, en tout cas, au moins. Donc c'est effectivement selon la taille de l'entreprise. En fait, les grandes entreprises ont le taux d'aide le plus faible, les moyennes entreprises, le taux d'aide intermédiaire et les plus petites entreprises ont le taux d'aide maximum. Donc c'est pas dépendant du sujet d'étude, les taux sont homogènes, en tout cas pour le bassin Rhin-Meuse. C'est pareil pour Seine-Normandie. Ok, entendu. Alors ça, pour rebondir sur décidément, il va y avoir pas mal de choses dans ce mail. Je mettrai en pièce jointe les plaquettes qui font référence à ça, puisqu'on a le découpage petites, moyennes, grandes entreprises, disons en colonne, et en ligne, la thématique, donc qui reprendra le graphique qui a été présenté par Baptiste avec les 10-12 flèches qu'on voyait sur la page. Et vous pouvez éventuellement enchaîner avec la question sur le séparateur à hydrocarbures. Alors, installé en amont des bassins de stockage des eaux d'incendie. Je ne sais pas si c'est un cas Alors, qui fait écho. Vas-y, je ouais, t'en prie. je vais pouvoir y répondre. Sandrine, si ça colle pas avec le volet rameuse, n'hésite pas à reprendre pour le territoire rameuse. En tout cas, pour Seine-Normandie, en fait, la pose de ce séparateur hydrocarbures pourrait être financée selon l'activité de l'entreprise. On va regarder quelles sont les sources de pollution qui demanderaient la mise en place de ce séparateur. Si on est sur une source de pollution avérée, c'est-à-dire du type casse auto, ferrailleur, on peut aussi être sur de la fonderie. Là, on va financer la mise en place de ce séparateur en amont du bassin de rétention. Bon, bien souvent derrière, il y a un système de vannage qui permet qu'en cas d'incendie, tout est fermé. Par contre, on ne va pas financer un séparateur hydrocarbures qui serait voué à recevoir des effluents qui proviendraient d'une zone de stationnement, que ce soit pour les clients ou pour le personnel. C'est pareil pour Rhin-Meuse. Pas d'ajustement spécifique. Ok, ça permet de rebondir aussi sur la taille d'entreprise. C'est à l'équivalent temps plein, il me semble. J'ai plus la grille en tête. Oui, bah, oui, je pense que c'est sur les ETP, j'ai plus en tête le chiffre, enfin voilà, la réglementation, c'est la réglementation européenne en fait, qui voilà, qui donne, Ah, c'est la même catégorisation. oui. Ok. Bah, dans ce cas, c'est des équivalents temps plein, du chiffre d'affaires et des critères sur l'actif. Sur le Des bilan. critères au bilan. Mmh. Donc voilà. Je vais arrêter de dire que je mets ça dans mon mail parce que après, il me faudra quelqu'un pour le taper.
Quoi d'autre? La réduction de 10% horizon 2030 concerne-t-elle toutes les entreprises? Oui. Dans notre cas, quasi aucun usage industriel, mais des usages sanitaires personnels. Vous êtes concerné, mais sans doute pas le premier à être contrôlé en priorité, je dirais. Mais oui, l'objectif concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et pour faire écho au graphe qu'on a vu tout début, concerne les différents usages de l'eau. Alors, c'est en débat autour des usages agricoles, ça je ne vais pas me lancer dans le sujet. Mais sur la déclinaison régionale de ces objectifs, il me semble, et Baptiste, Sandrine, vous me direz, que vos deux agences ont proposé leur trajectoire exacte sur les -10, -12, -8, en fonction de ce qui avait déjà été fait dans les décennies précédentes. Alors le -10 effectivement, c'est à l'échelle nationale. Ensuite, par grand bassin, les comités de bassin, orientent et proposent des trajectoires de sobriété autour de chaque grand usage. Pour l'un, ça va peut-être être plutôt -11, pour l'autre -9. Et après, il y aura des débats un peu plus locaux, au sein de commissions locales de l'eau ou en tout cas des systèmes d'échange et de gouvernance plus locales qui viseront justement à affiner un petit peu ces objectifs de réduction et notamment si des entreprises ont déjà fait des efforts depuis 2019, il en sera tenu compte, notamment pour les établissements qui sont en général contrôlés sont plutôt les sites soumis à autorisation par l'ADREAL et des efforts faits depuis 2019, sont pris en compte en fait, dans l'atteinte des 10 de réduction à l'horizon 2030. OK. Et Christelle, oui, support diffusé, diffusable, recyclé, recyclable, et il y aura même l'enregistrement, si besoin, pour que les agences de développement qui ont permis de relayer le webinaire puissent le rediffuser en entier ou en tranches. Si on a alors, est-ce que j'ai traité tout le monde? Peut-être pas. 10% de réduction des consommations d'eau, est-ce pour toutes les eaux et pour l'eau de surface? Pour moi, la réponse est oui sur eau de forage et ou eau de surface. À partir du moment où c'est un prélèvement, l'objectif c'est -10%. Et comme l'a dit Sandrine, déclinaison régionale de 7, 8, 10, 12 en fonction des objectifs que s'est donné l'agence de l'eau sur votre territoire. Oui, exactement. -10% par rapport à l'année 2019. 2019 versus 2030 dans les communications officielles. Et Luc, tu peux passer sur la page suivante pour quelques points supplémentaires. Parce qu'on a quand même on a découpé le sommaire, on ne peut pas tout évoquer aujourd'hui. On est passé rapidement sur la REUT, donc ça, je ne vais pas y revenir, mais REUT, donc bien en majuscule pour réutilisation des eaux usées traitées. Ça correspond à un régime spécifique, donc c'est pas juste reuse au sens large. Et le décret de fin janvier porte sur l'industrie agroalimentaire. Ce qui ne change pas, c'est que en tant que eau intégrée à eau matière première, c'est-à-dire on parlait des bières tout à l'heure, intégrée à un process de bière, on n'a toujours pas le droit de traiter des eaux de process et de les intégrer en tant que matière première. Par contre, il y a quelques usages, disons, pour faire vite, à moindre valeur ajoutée qui sont autorisés. Mais j'aurais tendance à dire que sur ce point-là, le régime est encore en mouvement et nous, en tant qu'agence, on l'étudie, par exemple, pour l'hydrocurage des réseaux d'assainissement qui concernent toutes vos villes. Aujourd'hui, principalement, c'est fait en piochant dans les réserves incendies, ce qui est de l'eau potable et ce qui est logique parce que ces camions-là font des tournées et ont besoin d'avoir accès à l'eau au plus proche du point qu'ils ont à traiter. Moi, j'essaie par exemple de monter un dossier entre un industriel qui a une station d'épuration et qui est prêt à mettre son eau utilisée, traitée à disposition, et un hydrocureur qui pourrait s'en servir. Et là, bon, sans rentrer dans le détail, mon interlocuteur, c'est la DREAL 54, parce que c'est la DREAL qui doit mettre un tampon sur un dossier bien spécifique de description du milieu, description des risques, mitigation des risques, etc., etc. Le second point, je l'avais dit en... Vas-y, Luc, je t'en prie.
Et je voulais juste en profiter pour dire que sur toutes les questions des eaux non conventionnelles et de l'utilisation, on organise un webinaire dans la semaine du 26 février sur la réglementation justement de ces eaux, et ça pourra permettre de répondre à toutes ces questions bien plus en détail. Parfait, parfait. Et donc avril, la RIE territoriale qui rentre dans une logique d'écologie industrielle et territoriale, oui, EIT était la compagnie valorisée par les AE. Pour moi, oui, je laisserai Sandrine et Baptiste confirmer, dans le sens où ce qu'il vous faudra faire, c'est prouver une économie d'eau, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas besoin de prélever ou de consommer la ressource équivalente. Oui, globalement, c'est ça, hein. Enfin, faut prouver effectivement qu'il y a une économie d'eau, mais voilà, on est aussi très attentif au volet sanitaire et donc voilà, c'est des projets qui doivent être autorisés par bien évidemment par l'ADREAL, de l'intérêt de s'y prendre très à l'amont et dans certains cas, avec un œil de l'Agence régionale de santé. Même si les décrets récemment parus ont vocation justement à simplifier et fluidifier tout ça. Oui. Continuité, oui, c'est 10%. Alors, en fonction des volumes que vous consommez, de toute façon, le 10%, on le cherchera sur le prélèvement total. Donc, pour moi, vous pouvez cumuler forage et surface. Sachant que je parlais en introduction de connaître le terrain, entre guillemets. Il y a quand même un certain nombre de données publiques, notamment la BNPE, la Banque nationale des prélèvements d'eau. Vous avez aussi je crois que ça s'appelle 6PA, qui sont deux bases de données publiques. La première BNPE, donc comme son nom l'indique, pour les prélèvements d'eau sur vos territoires, et 6PA qui vous donne par municipalité le coût de l'eau potable et le coût de l'assainissement. Donc ça rentre dans des discussions qu'Hydreos connaît très bien, de coût complet de l'eau, à savoir, il faut tout de même faire attention à ne pas estimer que ce qu'il y a sur ma facture d'eau, c'est mon coût complet d'eau, parce qu'il y a des dépenses énergétiques pour les pompes, il y a des dépenses de maintenance, et Luc me corrigera, mais on parle globalement de peut-être bien x5 par rapport à ce qui est écrit sur la facture, du fait de tout le temps homme qui est engagé sur le sujet. Que risque-t-on si on ne fait pas cet effort de moins 10%? Je ne répondrai pas à cette question. Non, l'objectif déjà est pour 2030, donc on a un certain temps pour se mettre en ordre de bataille. Je ne sais pas, honnêtement, je ne vais pas vous inventer une sanction. Je ne connais pas à ce stade les modalités de contrôle. Et dernier point sur la page, et après on revient aux questions s'il y en a quelques dernières. Les rencontres régionales de l'eau, ça je le mettrai dans mon mail ressources qui auront lieu à Pont-à-Mousson le 8 avril, mais on n'a pas encore communiqué dessus. C'est à l'échelle régionale comme c'est indiqué. Je vous ferai un retour sur ce point. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Oui, je comprends la question sur les plus de 20% de réduction, et plus 30% en volume. Alors après, gardez en tête que moins 10%, c'est un objectif générique et national. Par exemple, il y a eu un arrêté l'été dernier sur la gestion des ICPE pendant les périodes de sécheresse. Donc là, on pourra en parler par ailleurs pour rentrer dans le détail, mais vous avez sans doute, en fonction de votre activité industrielle, des objectifs et des modalités de suivi qui sont plus précises que ça. Et comment sera gérée l'évolution année après année? Moins 2% par an, ça, je dirais que c'est à vous de le gérer. Ce que je pense pouvoir dire, c'est qu'il n'y aura pas de suivi annuel. S'il y en a un, on vous demandera des données sur 2019, puis 2030 à terme. Mais après, le chemin que vous empruntez entre les deux, c'est à votre discrétion. Est-ce que Laurent, Sandrine, Luc, Baptiste, vous avez des compléments à ajouter avant qu'on clôture? Je tenais à dire que je voulais remercier les gens pour leurs questions qu'ils ont formulées dans le formulaire, qui seront pris en compte pour justement l'organisation des prochains événements. Donc, restez connectés avec Hydreos et on aura des événements de sensibilisation qui répondront à toutes ces questions ou des documents qui seront postés sur notre site. Donc voilà, elles seront bien pris en compte si on a loupé quelques questions. On a accès, j'imagine, à l'historique de la conversation pour te traiter? Oui, bon, on verra. Oui. Si on n'a pas d'autres
point, merci à tous. Je remercie encore une fois les agences de Deveco qui ont relayé le message et qui ont fait qu'on s'est retrouvé à presque 80, donc très content d'avoir engagé sur cette thématique de l'eau. Merci Laurent pour le témoignage, Sandrine, Baptiste pour le financement agence de l'eau. Et puis, bon appétit si ce n'est pas fait et à bientôt sur la thématique. Merci. Merci à tous. Au Merci. revoir. Bonne journée. Bonne journée.